Dernier jour du procès de Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés. Le verdict de ce premier procès de la crise post-électorale 2010-2011 est attendu ce jour. « 19 mars 2015, c'est la date à laquelle est renvoyé le procès des journalistes d'Al Jazeera. À la base de ce report, l'absence de témoins. Dossier condamnation à mort de 2 Australiens en Indonésie. Un tribunal indonésien étudiera la semaine prochaine un appel formé par les intéressés. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Sika. Ce lundi doit démarrer à Abidjan ce qui devrait être le dernier jour du procès de Simone Gbagbo ainsi que de 82 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit des membres du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo ainsi que d'une quarantaine de jeunes accusés d'être des miliciens. Ce procès en assises qui s'est ouvert le 26 décembre 2014 est le premier concernant la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait plus de 3000 morts selon l'ONU. Le verdict est attendu ce jour car la Cour se retire immédiatement pour délibérer. Rappelons que le jury est composé de 9 personnes, 6 civils et 3 magistrats qui devront se décider à la majorité pour chacun des 82 cas en se prononçant selon leur intime conviction. En Égypte, le procès des journalistes d'Al Jazeera arrêtés en décembre 2013 pour avoir falsifié des informations en faveur des frères musulmans a été reporté dimanche au 19 mars prochain. Et pour cause, l'absence à l'audience de 2 policiers devant témoigner à charge au cours du procès. Reportage. Au Caire, la justice égyptienne a ajourné au 19 mars prochain le procès des journalistes d'Al Jazeera accusés de soutenir l'opposition islamiste. Le report de l'audience fait suite à l'absence de 2 policiers devant témoigner à charge dans l'affaire. Les journalistes en cause, l'Australien Peter Grest, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed, sont accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans, dont est issu l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet 2013. Il faut qu'on retrouve notre liberté complète. Il faut que nos noms soient lavés tôt que possible, parce qu'on n'a rien fait de mal. C'est vraiment impensable et incompréhensible. On attend impatiemment la prochaine audience. Puis vous venez ici et c'est un flou juridique sans précédent. C'est comme ça que je l'appelle. Arrêtés en décembre 2013, ils avaient écopé en juin dernier de 7 à 10 ans de prison, mais ces condamnations avaient été annulées en janvier dernier par la Cour de cassation qui avait ordonné un nouveau procès. À l'ouverture du dit procès, le 12 février dernier, Grest avait été expulsé vers l'Australie en vertu d'un décret présidentiel. Quant à Fahmy et Baher, ils avaient été remis en liberté conditionnelle après plus de 400 jours de détention. Les armées tchadiennes et nigériennes ont lancé dimanche depuis le Niger une offensive aérienne et terrestre dans le nord-est du Nigeria contre Boko Haram. Ceci au lendemain de l'allégeance prêtée par le groupe islamiste au mouvement djihadiste État islamique. Cette offensive marque l'ouverture d'un nouveau front contre Boko Haram au Nigeria. Précisons que c'est la toute première fois que les troupes nigériennes s'engagent au Nigeria depuis que le Parlement de Niamey a donné son autorisation à un tel déploiement début février. 3 personnes, dont un soldat de l'ONU et 2 civils, ont été tués dimanche à Kidal, dans le nord-est du Mali. Le drame s'est produit par des tirs de roquettes visant un camp de la mission de l'ONU au Mali. D'après un bilan publié par la MINUSMA, ces attaques ont également fait une douzaine de blessés. Plus de détails à travers cet élément. Le camp de la MINUSMA à Kidal a essuyé plus d'une trentaine de tirs de roquettes et d'obus dimanche matin. Des tirs auxquels la force de l'ONU a riposté selon un communiqué faisant état de la mort d'un soldat de la MINUSMA et de 8 autres soldats blessés. 2 morts et 4 blessés ont été également enregistrés au sein de la population civile.
Si les tirs de roquettes contre les forces internationales sont fréquentes dans cette région du nord du Mali, ceux-ci interviennent au lendemain d'un attentat meurtrier à Bamako, la capitale, revendiqué par le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Un Français, un Belge et 3 Maliens y ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi dans un restaurant en plein cœur de Bamako. Le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda qui en ont été partiellement chassés par l'opération militaire Serval lancée à l'initiative de la France en janvier 2013. Mais depuis août 2014, l'opération Barkhane, dont le rayon d'action s'étend à l'ensemble de la zone sahélo-saharienne, a pris le relais. Les représentants des 2 parlements rivaux libyens ont pour la première fois samedi tenu un face-à-face au 3e jour de leurs négociations au Maroc. Des négociations destinées à sortir leur pays du chaos. À l'issue des rencontres dans la capitale marocaine, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino León, principal médiateur de cette crise, parle de progrès importants. Elle tente de se mettre d'accord sur la forme d'un gouvernement d'unité nationale et les modalités d'une cessation des hostilités dans un pays miné par la violence et dirigé par 2 parlements et 2 gouvernements rivaux depuis la prise en août dernier de la capitale Tripoli par la coalition de milices Fajr Libya. Selon des participants, des représentants des 2 camps ont discuté pour la première fois face à face, en présence de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino León, du ministre marocain des Affaires étrangères et du directeur des renseignements marocains. Les discussions se sont achevées samedi dans la soirée et les délégations libyennes doivent regagner leur pays ce dimanche pour consulter leurs directions respectives. Les participants avaient convenu d'une série de principes qu'ils examineront avec leurs dirigeants avant de revenir au Maroc pour conclure un accord. Les protagonistes ont travaillé sur des propositions concrètes liées à la formation d'un gouvernement d'union et à des arrangements de sécurité. Dans un communiqué, la mission d'appui de l'ONU en Libye a parlé de discussions positives et de progrès importants dans les négociations. Précisons que les 2 camps se sont engagés à se rendre de nouveau mercredi à Rabat. Un tribunal indonésien va étudier la semaine prochaine un appel formé par 2 Australiens condamnés à la peine de mort pour trafic de drogue et dont l'exécution est imminente. Le président Joko Widodo, pour justifier son refus de gracier des étrangers condamnés, a invité les critiques à prendre en compte les dégâts de la drogue dans son pays. Leurs avocats ont cependant tenté un ultime recours pour leur éviter le peloton en saisissant un tribunal administratif devant lequel ils contestent le rejet de la demande de grâce présidentielle. Une première fois déboutés, ils ont fait appel de la décision et un jugement doit être rendu jeudi 12 mars prochain. Rendons-nous à présent au Qatar. Un programme de nationalisation de l'emploi garantit un travail et des salaires plus élevés à tous les Qataris, hommes comme femmes. Ces dernières ont donc plus de facilité à créer leur propre entreprise. Mais malgré les avantages dont elles bénéficient, les femmes qataries continuent de subir certaines discriminations, notamment liées au poids de la religion musulmane. À 28 ans, la Qatari Mariam El Soubaye a choisi de monter sa société. Au Qatar, un programme de nationalisation de l'emploi garantit un travail et des salaires plus élevés à tous les Qataris, hommes et femmes. Il leur simplifie aussi les démarches pour créer leur entreprise. J'étais directrice des programmes et de la création à Qatar TV. Avant ça, je travaillais dans le marketing et au ministère des Affaires étrangères. Puis j'ai lancé différentes initiatives pour les jeunes et je suis arrivée à un point dans ma vie où je voulais créer quelque chose qui m'appartienne. L'ancienne première dame, Sheikha Moza, a ouvert la voie aux femmes du Qatar. Depuis 1999, elles ont le droit de voter et d'occuper des postes élevés au sein du gouvernement. À l'université Carnegie Mellon de Doha, elles sont 4 fois plus nombreuses que les hommes qataris à suivre le cursus business. Au Qatar, nous les femmes, on est traitées comme des reines. On a tous nos droits, je n'ai pas besoin de me battre pour mes droits, quels qu'ils soient. J'ai tout ce que je veux. L'opportunité est là et c'est à moi de décider si je veux la saisir ou pas. Les aînés ont quand même bien ouvert la voie pour les plus jeunes, mais c'est aussi un pays neuf où les opportunités existent. Il est difficile aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, de créer une société en France parce que
très peu soutenu. Alors je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres pays, mais en tout cas au Qatar, non. Dans un contexte économique très favorable, les jeunes Qataris sont invités à participer à la construction et à la promotion de leur pays. À ce forum organisé pour les créateurs de start-up, toutes les sociétés présentes sont gérées par des jeunes femmes, certaines encore étudiantes. Nous avons beaucoup à donner à la communauté, à la société et même à notre pays. Mais il est difficile de nous accepter. La culture est toujours conservatrice dans un sens et les gens pensent que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses, qu'elles sont inférieures aux hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette génération leur prouve le contraire, grâce à des femmes meneuses de projets et qui occupent des positions supérieures. Le Code du travail qatari applique l'égalité salariale entre hommes et femmes, mais certains secteurs sont exclusivement réservés aux hommes, comme l'agriculture et la pêche. Malgré les avantages dont elles bénéficient, les femmes qataries continuent de faire face aux contraintes d'une société patriarcale et à des discriminations culturelles. En 2012, seulement 35% des femmes qataries en âge de travailler étaient actives, un pourcentage qui évolue peu. En deuxième partie de cette édition, retrouvez la revue de presse juste après ceci. Pour la revue de presse, nous retrouvons Joël Yetondi dans ce studio. Bonjour Joël. Bonjour Claire. Bienvenue pour la revue. Merci. Revue que nous démarrons d'ailleurs par les nouvelles du Mali. Bamako touché ce week-end pour la toute première fois par un attentat. Eh bien, la presse africaine revient amplement sur cette attaque. Tout à fait, une première historique que les organes de presse dans leur ensemble ont abondamment relayée. Nous retrouvons Jeune Afrique qui affiche pour la toute première fois des Occidentaux tués dans un attentat à Bamako. Une première, rapporte le site d'information malien Malijet. Attentat terroriste au bar-restaurant La Terrasse. Bamako désormais dans l'œil du cyclone, s'interroge le site d'information. Autre interrogation, mais dans le même sens, avec le quotidien malien Le Républicain. Attentat au restaurant La Terrasse, 5 morts et des blessés. Les djihadistes investissent-ils enfin Bamako? Plus de doute à ce sujet, rapporte le site d'information guinéen Guinée-Conakry Info. Bamako dans la nasse de Boko Haram, Moudjao et autres groupes djihadistes. Guinée-Conakry Info détaille un peu comment Bamako désormais n'échappera plus aux attaques des islamistes. Même information avec Mali Atu, avec d'autres angles. Le lycée français de Bamako fermé pour 2 jours pour améliorer la sécurité en cellule. Et à la une des Canards paru ce jour en Côte d'Ivoire, la question de la libération de Laurent Gbagbo. Tout à fait, et c'est le quotidien ivoirien Notre Voix qui rapporte la nouvelle, le FPI mobilisé pour la libération de Gbagbo. Il donne également à lire les grandes décisions du comité central qui se penche sur les stratégies en vue d'aboutir à la dite libération. Soit Info s'inscrit dans la même veine et s'y fait d'importantes révélations sur la libération de Gbagbo, de hauts dirigeants contactés. Et dans le même sens, l'Inter propose à lire les vérités d'ici Amara. Il faut libérer Gbagbo. Des contacts ont déjà été pris. Et parlant d'ici Amara, Kakabe serait déjà en route pour que la libération de Gbagbo soit effective. Kakabe avec le Nouveau Courrier qui rapporte cette boutade de Kakabe. Il faut arracher ce pays à Ouattara. Ce qui nous amène en RDC où les FARC continuent tout seuls sur le terrain leur offensive contre les FDLR. Oui, tout seul, constate Média Congo. Les FDLR poursuivent sans la MONUSCO. Les FARC progressent donc sur le terrain. Le traque des FDLR. Direct Sidi, attention, avertit le site d'information éradication des FDLR. Le Rwanda et l'Ouganda menacent d'envahir la RDC. Radio Okapi, les miliciens FRPI ciblent les représentants de l'État à Walandou, Bidi. Voilà, le temps étant vite parti, Joël Yetondi, si vous le permettez, nous allons mettre un terme à cette revue. Oh, c'est permis.
Merci à vous et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.